Bonsoir à tous et bienvenue dans Plus d'Actu. C'était il y a 20 ans, Mark Zuckerberg lançait le réseau Facebook. 20 ans plus tard, 4 milliards d'utilisateurs de par le monde. Facebook est devenu Meta, une société dont le chiffre d'affaires annuel est de 116 milliards de dollars. Après Facebook, il y a eu Twitter, rebaptisé X par Elon Musk, mais aussi Snapchat, Instagram, LinkedIn, TikTok. Quelle est la place que prennent les réseaux sociaux dans notre vie d'aujourd'hui et surtout comment faire pour éviter d'y être confronté à des horreurs, au cyberharcèlement, à des contenus non désirés. Qui contrôle les réseaux sociaux et est-ce seulement possible de vouloir les encadrer? Ce sera le thème de notre débat de ce soir. Voilà, et pour débattre sur le plateau de Plus d'Actu, Karimi Bourki, bonsoir. Vous êtes le président du Conseil supérieur de l'audiovisuel et Mateusz Kukulka, consultant, enseignant, notamment à l'EFEC, spécialiste des réseaux sociaux. Et vous animez sur le réseau social Twitch, encore un autre, une permanence où on parle presque tous les soirs de la semaine de l'actualité. Avant de vous donner la parole et de vous entendre, on va plonger comme chaque soir dans les archives de BX1. On va remonter en 2020 pour voir quelque chose qui n'est peut-être pas très enthousiasmant. Des fidèles qui prient dans la rue, faute de place dans la mosquée. C'était lundi à Molenbeek, lors de la prière mortuaire des funérailles de Rachid Hadash, prédicateur et enseignant de religion islamique. Des images qui ont déclenché un torrent de réactions hostiles sur les réseaux sociaux. Terrifiant. Un cauchemar. Incroyable, sommes-nous encore en Belgique? Mais un internaute a été beaucoup plus loin dans la violence. Ridicule et absurde, dommage que je ne roule plus en camion. Des grenades dans cette foule de dégénérés, on est en Belgique, bon sang de bonsoir. Des phrases qui ont poussé ce jeune Molenbeekois à réagir. Il a saisi UNIA, le Centre interfédéral pour l'égalité des chances. J'ai été vraiment blessé que voir qu'en 2020, il y a toujours des personnes qui incitent à la haine. Je suis né ici. La plupart des jeunes sont nés ici, la plupart des jeunes qui étaient présents ce jour-là sont nés ici. Et voir certaines personnes encore inciter à la haine, c'est vraiment choquant. Ces propos ont été retirés de Facebook depuis lors. Il n'empêche, UNIA a reçu 7 plaintes à leur sujet. Le dossier est à l'instruction, il pourrait déboucher sur des poursuites. On veut rassembler le plus de données possible, mais effectivement, poser comme propos, il faut lancer des grenades à l'égard de ces personnes qui prient, c'est une forme d'incitation à la violence. Ça demande un examen. Je ne peux pas vous dire aujourd'hui, oui, on va saisir la justice, ou nous, on a décidé de ne pas le faire. La décision n'est pas encore prise. Des affaires du même genre ont déjà donné lieu à des condamnations par le passé. Le plaignant, lui, n'entend pas en rester là. Il compte déposer une autre plainte à la police. Alors, je vais me tourner vers Karimi Bourki. C'était en 2020, hein. On est 4 ans plus tard. Est-ce que les choses ont changé ou est-ce qu'on voit toujours ce genre de messages sur les réseaux sociaux, que ce soit Facebook ou d'autres en Belgique? Écoutez, tout dépendra du niveau d'efficacité aujourd'hui des algorithmes. Est-ce qu'aujourd'hui les plateformes ont amélioré leur algorithme pour éviter la propagation du discours de haine? C'est ce qu'il faut évaluer et c'est ce que les régulateurs, avec la Commission européenne, vont faire suite à l'adoption du Digital Services Act, qui est un nouveau règlement européen qui est entré en vigueur ces derniers mois et qui vise à une forme de régulation des plateformes. Oui, donc ça c'est ce qui a changé par rapport à 2020. Aujourd'hui, on a un règlement européen. Il est accepté, appliqué avec zèle et enthousiasme par tous les opérateurs ou pas? Écoutez, il a été accepté, il est adopté, il est en vigueur. Maintenant, le fait de savoir s'il va être respecté, ça, seule l'histoire pourra nous le dire, seul le futur pourra nous le dire. Et en tant que régulateur, c'est quelque chose auquel on va veiller. Il y a toute une série de mécanismes qui sont mis en place par ce règlement. Et on va confronter les plateformes aux résultats et on va voir si, effectivement, les choses se sont améliorées en 4 ans. Normalement, oui. Oui, alors petite précision, Conseil supérieur de l'audiovisuel, c'est le nom officiel, c'est le nom à la création de cet organe de régulation sur les réseaux sociaux et sur ce qui se dit sur le web. Vous êtes compétent ou pas? Alors c'est un peu compliqué. Compétent en termes juridiques. Hein, oui, tout à fait. C'est un peu compliqué. Ouais. On est compétent pour tout ce qui est effectivement service de médias audiovisuels. Vous savez que toutes ces plateformes sont logées, ou la plupart d'entre elles sont logées en Irlande. Donc le régulateur, si vous voulez, c'est le régulateur irlandais avec la Commission européenne en backup sur certains dossiers. Et nous sommes compétents
pour détecter, recevoir éventuellement des plaintes sur les services de médias audiovisuels. On a la possibilité d'instruire des dossiers et alors on transmet à notre collègue irlandais qui, lui, va interpeller la plateforme en question. On a déjà eu des cas et cet échange fonctionne. Alors, je vous propose de voir des images d'une audition au Sénat américain. C'était mercredi de la semaine dernière. Audition des patrons de Meta, d'X, de Discord, de TikTok par des sénateurs, avec un moment que vous avez sans doute tous vu à la télévision ou peut-être sur les réseaux sociaux. Would you like to do so now? Well, they're here, you're on national television. Would you like now to apologize to the victims who have been harmed by your product? Show them the pictures. I'm sorry for everything that you have terrible. No one should have to go through the things that your families have suffered. And this is why we invested so much and are going to continue doing industry-leading efforts. Alors voilà, je vais faire des efforts et on présente nos excuses. Mateusz Kukulka, scène un petit peu surréaliste. Non. Non ? C'est la même depuis 2008, 2012, 2014, 2016, 2018. En fait, Mark Zuckerberg est tensé par les sénateurs et les députés américains depuis le début. Et chaque fois, il dit... Pardon, je m'excuse, on fera mieux la prochaine fois. Et en fait, il dit ça à chaque fois, et ça ne change pas. C'est aussi pour ça que certaines personnes ont trouvé un peu violent les sénateurs, parce qu'ils ne le laissaient pas parler, parce qu'il vient à chaque fois avec des éléments de langage, il dit oui, oui, oui. Et en fait, il dit non, mais les actes, qu'est-ce que vous faites vraiment ? Et parce que c'est chaque fois la même chose, en fait. Tous les 2 ans, 2-3 ans, ils viennent parce qu'il y a à chaque fois beaucoup de failles dans Facebook, beaucoup de failles dans Meta, chez Instagram, chez WhatsApp. Et donc, ils reviennent régulièrement et je pense qu'aux États-Unis, la pression est en train de monter. Il y a 40 États qui ont porté plainte contre Meta. Là, il y a vraiment une montée en pression qu'on ne connaît pas en 20 ans. Ouais. Est-ce que de votre point de vue, l'entrée en service du Digital Act Service a changé les choses ? Par exemple, on avait parlé d'un bouton où on pouvait facilement porter plainte. Est-ce qu'on trouve facilement ce bouton aujourd'hui ? Je ne sais pas pour le bouton, mais je pense qu'il y a beaucoup de choses qu'ils ont fait en amont. Le Digital Services Act a été lancé fin août. Il y a ici, je pense, au printemps, un premier check. Et en fait, il va y avoir un rapport annuel. Et donc, on n'est pas dans 5 ans, on verra bien. Ça va être pris de manière annuelle. Et je pense que l'Europe, en fait, ce sont des entreprises américaines. Et en fait, comme on ne touche pas des Européens, en fait, ça va être assez facile de punir des Américains. C'est aussi ça qu'il faut voir. Je pense qu'il y a un premier qui va se servir d'exemple à un moment pour bien montrer que l'Europe ne va pas se laisser faire. Ouais, donc il y a un bras de fer un petit peu politique. Je me retourne vers Karimi Bourki. Vous avez le sentiment que les Européens, ils peuvent faire plier une grosse machine américaine ou chinoise ? On parlait de TikTok ? Écoutez, on s'appuie sur aussi la force de persuasion de la Commission européenne. Il ne faut pas oublier que pour toutes ces plateformes, l'Europe, c'est avant tout un marché. On parle d'argent. C'est 450 millions de consommateurs à haut pouvoir d'achat. Et donc, s'ils veulent continuer à faire du business chez nous, ils vont devoir appliquer. Alors, bien sûr, comme partout, il y aura certainement des choses qu'il va falloir améliorer, mais on est là pour ça. Le règlement va être, à l'égard des grandes plateformes, implémenté par la Commission européenne. La Commission européenne, en matière commerciale, a quand même une habitude d'avoir la capacité de donner des amendes très importantes à certains joueurs. Donc, on espère qu'elle va pouvoir agir de la même manière si ces règlements ne sont pas respectés. La capacité à percevoir ces amendes. Il ne suffira pas d'être aux États-Unis pour dire moi je ne paye pas. Je vous propose un autre témoignage pour avancer dans notre débat. C'est celui de Florence Hainaut. Elle est journaliste et documentariste. Elle vient de sortir d'ailleurs il y a quelques semaines un livre sur le cyberharcèlement avec un rappel de sa part. Le cyberharcèlement, c'est du harcèlement alors qu'on a parfois tendance à le minimiser. C'est comme si c'était une espèce de monde parallèle où les violences infligées ne blessaient pas vraiment, comme s'il suffisait d'éteindre son ordinateur, comme si Internet en fait était une espèce de jeu vidéo qu'on pouvait éteindre quand on a un petit peu mal au doigt à force de jouer. C'est pas aussi simple que ça, c'est vraiment l'espace public le plus important dont on dispose aujourd'hui. C'est là que naissent les luttes, c'est là que pas d'Internet, pas de MeToo. Pas de réveil mondial sur les questions des violences sexistes et sexuelles. Si des milliers de femmes du monde entier n'avaient pas pu, de manière conjointe, partager ces expériences, aujourd'hui, on n'aurait pas la lecture politique, le début de lecture politique qu'on a sur le phénomène des violences sexistes et sexuelles. Donc, Internet est vraiment un lieu d'émancipation pour les femmes et pour toutes les minorités en général. Et c'est donc aussi un lieu le lieu parfait pour les faire taire. Alors, Mateusz Kukulka, est-ce que vous êtes d'accord ? Est-ce qu'aujourd'hui, les réseaux sociaux, quelque part, c'est la vraie vie ?
C'est la vraie vie depuis le premier jour, en fait. C'est des vraies personnes, avec des vrais lieux, des vraies choses qui se disent. Je pense qu'on a fait une erreur, c'est d'utiliser le mot virtuel. Virtuel, c'est aussi le contraire de réel. Donc si c'est pas réel, en fait, pour certains, ça n'existe pas. Il y a eu plusieurs procès en France sur les cas de cyberharcèlement, où on voit les condamnés qui disent « Au début, je croyais que c'était une blague, c'était pas réel ». Et en fait, au bout d'un moment, ils se rendent bien compte qu'ils sont en train d'agresser des gens, mais il y a un côté qui n'est pas palpable. Au début, on a mis des tas de mots sur Internet comme si c'était quelque chose d'éthéré, qui est de loin de nous, qui est abstrait. En fait, il n'y a rien d'abstrait. Chaque personne, chaque commentaire. D'ailleurs, on a vu des médias qui allaient chez des gens avec les commentaires qu'ils laissaient. Est-ce que vous diriez ça? Ah non, jamais. C'est vous qui l'avez écrit pourtant. Les gens sont là comme ça parce qu'on écrit, parce qu'on pense, c'est des insultes, c'est des appels au meurtre. Mais ces gens ne le feraient pas dans la vie qu'eux appellent réelle. Mais en fait, c'est la vie réelle. Ça induit une sorte de distanciation qui a tendance à un petit peu minimiser. Ça a été quoi l'histoire du CSA avec Internet et les réseaux sociaux? Est-ce que c'était naturel de vous y intéresser ou il a fallu batailler un petit peu, Karimi Bourki? Non, c'était naturel parce que je vais reparler un peu de droit européen, dès l'adoption de la directive sur les services de médias audiovisuels qui régule vous, les médias, les régulateurs européens militaient pour que les grandes plateformes soient intégrées à cette régulation-là. Long combat des grandes plateformes, elles n'ont pas été intégrées. Et la Commission a adopté ce Digital Services Act pour, on va dire, toute l'économie commerciale. Donc on s'est toujours intéressé à ce sujet, mais il y avait une barrière, il y avait des résistances. On est quand même arrivé maintenant à un compromis et on va voir si ça fonctionne. Est-ce que vous avez une idée du temps que vous passez l'un et l'autre sur les réseaux sociaux? Je vois Karimi Bourki fait oui. Ben oui, parce qu'en moyenne, chaque individu passe entre 2 et 3 heures sur les réseaux sociaux. Un peu plus de 2h30 pour les Belges, donc, après les chiffres de Xavier Degros. Je me mets sans doute dans la moyenne, donc ça doit être pas loin de ça. Ouais, vous êtes au-dessus de la moyenne, Mathéus? Oui, mais en fait, je lis plusieurs heures par jour. Alors si c'est sur un réseau social ou sur un livre, est-ce que c'est différent? Je ne sais pas. Ouais. Alors il y a peut-être une autre problématique, c'est que pour près d'un Belge sur 3, un peu plus de 30%, les réseaux sociaux sont une source d'information. Est-ce que c'est là qu'est le problème? C'est un problème. Si ces sources d'information ne sont pas vérifiées, BX1 est disponible sur les réseaux sociaux. Les grands journaux sont disponibles sur les réseaux sociaux. Si vous vous informez, comme le disait Mathéus, via les réseaux sociaux, sur ces plateformes de médias, avec des journalistes professionnels, tout ira bien. Le problème, c'est quand cette info n'est pas vérifiée, quand, par exemple, en période de pandémie, on a des hurluberlus qui racontent n'importe quoi. Et c'est de là que viennent les difficultés. Est-ce que vous êtes d'accord quand même avec Florence Hainaut, Mathéus, pour dire qu'il y a aussi des aspects positifs dans les réseaux sociaux? Elle parlait de MeToo, le fait aussi qu'on puisse avoir des interactions entre des journalistes et le public, par exemple. Je pense que les gens ne sont jamais autant informés de l'histoire de l'humanité que depuis qu'il y a Internet, puisqu'il ne faut pas acheter un journal, on a accès à BX1, à la RTBF, à énormément d'informations. D'ailleurs, on l'a vu après la crise des subprimes, il y a eu quand même un bon réflexe des gens, c'est que quels sites ont augmenté? Le Monde, la RTBF, Le Soir, New York Times et autres. Les gens se sont retournés vers les grandes marques de médias. Et donc, et chaque année, tous les médias mainstream et il y a aussi pléthore de petits médias qui n'auraient jamais existé sans Internet. Il y a vraiment maintenant des milliers de petits médias qui n'ont peut-être pas le même poids, mais qui sont là et chacun peut trouver une information à son goût. Et ce qu'on ne trouvait pas avant Internet, c'était très difficile de s'informer. Dès qu'on était hors des grandes villes et que vous habitiez à la campagne, comment est-ce qu'on faisait pour trouver autre chose qu'un grand journal? Moi, c'était très difficile. Ouais, donc ça, ce sont les bons côtés des réseaux sociaux. Je vais me retourner vers Karimi Bourki. On va parler de X, anciennement Twitter, parce que vous avez publié une information il y a quelques jours qui a fait un petit peu sensation. Vous avez utilisé l'intelligence artificielle au CSA pour mener une enquête sur le contenu des plateformes en ligne, et en l'occurrence sur le contenu de X. Et vous avez découvert que X portait bien son nom. Racontez-nous ça. Ben écoutez, nous avons utilisé un outil qui a été développé par le CSA allemand en collaboration avec une entreprise et nous avons monitoré certains comptes pour voir qu'est-ce qui était disponible en matière d'images pornographiques. Et on a remarqué qu'ici, en communauté française, on avait accès à beaucoup de comptes qui propageaient des images pornographiques. Je rappelle que ces images ne peuvent pas apparaître sans un contrôle
pour vérifier que la personne qui les regarde ait plus de 18 ans. Et qu'est-ce qu'on a remarqué? Qu'il n'y a pas de contrôle et que n'importe qui peut trouver, en cherchant un petit peu, ce genre de comptes. Des comptes quelquefois anodins, de privés exhibitionnistes, mais aussi pas mal de comptes professionnels de gens qui utilisent cela pour gagner de l'argent. Et ce que nous déplorons, c'est que X a une obligation, comme les autres plateformes, de mettre un filtre efficace à l'entrée, et on remarque que ça n'est pas le cas. Certains comptes sont même certifiés, ça veut dire que avec ces comptes-là, X gagne de l'argent. Qu'est-ce que nous faisons? Parce que là, j'imagine que vous allez aussi me demander ça. Mais avant ça, oui. en quoi où est la difficulté? Il y aurait dû y avoir un avertissement? Il y aurait dû y avoir la vérification de l'âge de l'utilisateur, par exemple? Exactement. Il y aurait dû avoir la vérification de l'âge de l'utilisateur, autrement que par simplement déclarer « oui, j'ai 18 ans, je peux accéder ». Comment on fait pour vérifier autrement que oui, je certifie sur l'honneur d'être majeur? Il y a plein de manières. Tous les jours, vous accédez à votre compte bancaire en ligne, vous accédez à votre donnée médicale via des systèmes sécurisés. Ce qui est possible pour son argent, pour sa santé, doit être aussi possible pour avoir accès à certains contenus en ligne. Ouais, vous y croyez à ce système, Mateusz Kukulka, limiter la pornographie à ceux qui peuvent réellement prouver qu'ils sont majeurs? D'abord, première chose, sur X, il y a toujours eu de la pornographie. Ce n'est pas une découverte de 2024, c'est une découverte de 2007, 8, 9, 11, 20. Il y a toujours eu. On n'a jamais rien dit. Maintenant, on dit. Pardon? Oui, maintenant on dit, mais ce que je veux dire, c'est que c'est pas nouveau. C'est pas depuis Elon Musk, c'était bien avant. En fait, ça va être le choix à un moment, ça va être oui ou non. Parce que si c'est oui, ou alors on va devoir mettre sa carte d'identité, où ça va être très, très, très complexe. Et le plus simple, à un moment, ce sera de dire non à la pornographie. Mais je ne sais pas trop. J'avoue que je fais partie des gens qui aussi toujours entre plus on va mettre de contrôle, plus on va brimer, plus des gens comme Recep Tayyip Erdogan seront très contents qu'on mette des tas de limites parce que les opposants, les homosexuels, les professeurs qui veulent, les policiers qui veulent dénoncer des choses, tous ces gens-là seront mis en danger. C'est toujours ça le problème. Plus on met de barrières pour protéger la pornographie, plus on met de barrières pour lutter contre le cyberharcèlement, plus en fait on s'attaque aux militants, aux politiques, à la créativité de personnes qui sont dans des pays opprimés. C'est là que la balance est très difficile à faire. Ouais, est-ce qu'on trouve la bonne balance? Parce que c'est vrai que X, anciennement Twitter, c'est aussi un réseau d'expression. On parlait de MeToo tout à l'heure. C'est vrai que c'est utilisé notamment pour de l'information ou pour du contenu politique. Bien sûr. Vous avez deux valeurs qu'on doit respecter. La liberté d'expression, le droit de parler, le droit de dire des choses qui éventuellement choquent ou dérangent. Il y a une jurisprudence très claire, la Cour européenne des droits de l'homme là-dessus. Mais en même temps, vous pouvez mettre certaines limites quand d'autres valeurs doivent être protégées, notamment les plus jeunes d'entre nous, les enfants. Et je pense qu'aujourd'hui, on a les moyens techniques. Ces entreprises qui gagnent beaucoup d'argent ont les moyens techniques de mettre des filtres à l'entrée. Aujourd'hui, sur YouTube, vous n'arriverez pas à uploader une vidéo pornographique. Sur Meta, vous n'arriverez pas à uploader une vidéo pornographique. Sur Twitter, oui. Pourquoi ? Parce qu'on a diminué les investissements en matière de contrôle. Et c'est simplement pour cette raison, pour faire plus d'argent, qu'aujourd'hui on a ce contenu qui est disponible sur Twitter. Voilà, et donc vous aviez repéré 50 000 contenus problématiques, vous en avez étudié très précisément 1 millier, et il y a 89% de ce millier qui était réellement pornographique. Les chiffres donc, sont assez éloquents. Qu'est-ce que vous allez faire maintenant alors? Vous allez poursuivre Twitter? Vous allez saisir la Commission européenne et le Digital Service Act? C'est quoi la suite? On va faire les deux choses en même temps. Dans ces comptes, on a remarqué certains que nous pensons pouvoir qualifier de services de médias audiovisuels, de Canal TV, si vous voulez. Et donc ceux-là, on va s'en saisir. On va s'en saisir. Et le reste, nous allons le signaler à la Commission européenne afin que ça épaississe le dossier qu'elle a déjà ouvert à l'encontre de Twitter sur d'autres sujets, comme la propagation de la haine en ligne. Et ceux qui sont donc considérés comme des services audiovisuels, ça veut dire quoi? Vous allez leur demander de quitter Twitter? Vous allez leur demander de mettre un filtre à l'entrée? Comment ça va se passer? En tout cas, de ne plus diffuser les vidéos problématiques. Ouais. Vous y croyez un jour à une sanction de Twitter, voire à la fermeture de Twitter sur le continent européen? Ce serait possible, ça, Mateusz Kukulka? Pour une période déterminée, oui. Je pense que s'il fallait en choisir un, pour faire un exemple, c'est facile, tout le monde déteste Elon Musk. Donc si on coupe Twitter une semaine, un jour, j'en sais rien, pour montrer la force, je pense que ça ne poserait pas grand problème. Ouais, tout le monde déteste peut-être Elon Musk, enfin, pas tout le monde, mais X et Twitter, ça reste malgré tout le réseau le plus influent, le plus puissant. Il y a d'autres tentatives, hein. Il y a eu Blue Sky, il y a Threads maintenant de la maison Meta. Mastodon
ils n'ont pas la même puissance de feu. Pas du tout. Ouais. Et ils pourront le supplanter un jour ou c'est perdu d'avance. Est-ce que dans le monde des réseaux sociaux, le premier qui s'installe, il reste à vie? On voit que Facebook concurrencé, mais jamais 2004, dépassé. Facebook, LinkedIn, 2005, YouTube, Dailymotion qui existe toujours, Reddit, Twitter, en fait la plupart des réseaux qu'on utilise maintenant sont là. Il y a une force d'inertie très très forte à changer d'un réseau social. Même ici, en fait, regardez, vous avez X et en fait il y a trois remplaçants. En fait, si les gens quittent X, mais qu'il y en a un qui va sur Blue Sky, d'autres sur Mastodon, d'autres sur Threads, en fait vous n'êtes plus avec les gens. Et donc qu'est-ce qu'ils font les gens? Ils reviennent sur X. Est-ce qu'on a tardé à réguler ce monde des réseaux sociaux? Vous qui suivez ça depuis longtemps. On est 20 ans après la naissance de Facebook. Est-ce qu'on n'a pas eu un temps, voire 2 temps de retard? En 2007, je pense, j'étais journaliste à l'ADH et j'ai à une conférence de presse, j'ai demandé à Marie Arena quand est-ce qu'on commencerait à mettre des cours d'éducation aux médias en première primaire. Parce qu'en fait, on peut réguler des choses, on peut fermer X, c'est pas grave. Il y a tellement de sites différents. Je pense que la meilleure chose à faire, c'est apprendre aux gens à faire attention, apprendre à utiliser les outils, à comprendre ce qui est dangereux, à ne pas se faire avoir par un bête lien, par une image, comprendre quelles sont les images, quels sont les outils. Donc sensibilisation, éducation, voilà, ça c'est votre... premier. Ouais, et puis ensuite, évidemment, il faut réguler. Karim Bourki, une question un peu de provocation, si vous voulez bien, pour terminer, il nous reste 1 minute. Si les réseaux sociaux, c'est la vraie vie, pourquoi est-ce que c'est le CSA ou le Digital Service Act qui doit s'en occuper? Est-ce qu'on ne peut pas dire, ah bah tiens, une image pornographique, c'est l'équivalent de l'exhibitionnisme. Une injure, c'est l'équivalent d'une injure dans la rue, voire d'un coup et blessure. Ce n'est pas une question provocante, c'est un vrai sujet. En fait, l'individu est toujours responsable de ce qu'il poste. Et donc, il y a une partie qui se dirige vers la justice. Vous avez vu dans le reportage tout à l'heure Ounia, les auteurs, par exemple, de propos illégaux peuvent être individuellement poursuivis, mais nous régulons la plateforme qui a autorisé ces auteurs à diffuser ce contenu illégal. Donc, c'est deux choses différentes entre le média et la personne. Si vous déblatérez des choses impossibles sur votre plateau, vous pouvez être poursuivi, mais votre média a une responsabilité devant le CSA. C'est la même chose qu'on essaie de faire. Voilà. Et vous pourriez par exemple lui retirer son autorisation d'émettre. Dans un certain cas, ce serait possible. En tout cas, via une procédure un peu complexe, mais on pourrait, Mateusz l'a dit, à un moment donné, la Commission européenne pourrait décider de fermer Twitter. Merci beaucoup, Karim Bourki, président du CSA, Mateusz Kukulka, consultant et enseignant. Merci d'avoir participé à ce débat. Demain, c'est Marco Vanès qui sera l'invité de Plus d'Actu. C'est notre formule du vendredi. Vous pouvez envoyer vos questions par mail, plusdactu@bx1.be ou sur les réseaux sociaux de BX1. Et Michel Gaillard, qui opérera un filtre avec beaucoup de discernement, reprendra certaines d'entre elles pour les poser à ce député fédéral du PTB. Et puis demain matin, notre matinale, Bonjour Bruxelles, on recevra notamment Peter Timmermans, l'administrateur délégué de la Fédération des entreprises de Belgique. Continuez à bien vous informer, à nous suivre sur les réseaux sociaux ou ailleurs. Et à demain.